concrètement, question de rebond pour les deux garçons qui ont un peu échangé sur le sujet-là, ça suppose aussi un changement de perception. On parle des hommes, si on parle d'hommes, on va parler de culture individuelle et collective, et on va se heurter très vite à des modèles qui sont des modèles de croyance ou des modèles ancrés par rapport à la perception que je peux avoir de mon modèle d'efficacité tel que on me l'enseigne depuis que je suis tout jeune dans les organisations, depuis que j'ai démarré mon job, depuis que je suis dans la vie professionnelle. Donc, comment on peut gérer, dans le cadre d'une approche fondée sur allons à l'essentiel, soyons clairs sur les objectifs. Finalement, les détails sont peut-être pas si importants, même si par ici le diable y réside, mais finalement, il faut savoir dénicher les diables dans certains détails, mais il n'est pas forcément dans tous. Comment est-ce qu'on gère ce changement culturel? Comment est-ce qu'on gère, on parlait de choc tout à l'heure, de surprise par des méthodes pédagogiques. Là, on est dans un choc par rapport à une façon profonde d'appréhender son métier quand on est un manager, quel que soit le niveau du manager. Comment gérer cette phase-là? Ça ne doit pas forcément être simple. En fait, et je rebondis sur ce que disait Florence, parce que je suis complètement d'accord finalement avec ce qu'elle disait. Oui, moi aussi. Une trop grande rigueur d'exigence de résultats, etc., qui est plaquée, j'allais dire, de l'extérieur sur un groupe avec des méthodes prédéfinies peut générer un stress gigantesque et arriver à un blocage total. Voilà. Et à ce moment-là, en plus, les organisations permettent ce truc extraordinaire que j'ai vu, c'est un projet échoue et tout le monde a parfaitement travaillé. Chacun a bien travaillé, a fait son boulot. Moi, j'ai fait ce que mon chef m'a dit, le projet a échoué, c'est pas moi, c'est l'autre. Donc à partir de là, il faut changer de modèle. Et ce changement ne peut avoir lieu qu'avec l'adhésion des gens. Et à partir de là, on va travailler justement, et c'est pour ça qu'il y a ce H de l'humain qui est fondamental. Ma conviction, c'est qu'on ne peut rien faire contre les gens, on ne peut faire des choses qu'avec les gens. Et on est allé jusqu'à définir un modèle qu'on appelle l'ingénierie de processus coopératifs, c'est-à-dire que dans un environnement qui change tout le temps, dans un monde qui est complètement incertain, le meilleur processus, c'est peut-être celui que nous allons construire en permanence tous ensemble et qui va être autorégulé par rapport à toutes les variations de l'environnement, par rapport aux variations technologiques, etc. etc. Bien malin qui peut dire dans 5 ans, ça sera comme ça et on devra faire comme ça dans 5 ans. Par contre, si on a mis en place les codes et les réflexes collectifs et coopératifs, et d'ailleurs on va même y aller progressivement parce qu'effectivement, il faut obtenir l'adhésion pour aller vers cette co-construction. Donc, ma conviction, c'est qu'il faut d'abord faire des choses pour qu'il y ait légitimé une pensée coopérative, ensuite faire des choses pour qu'on arrive à des comportements vraiment coopératifs, et lorsqu'on a ces comportements coopératifs, et là, bienvenue à toutes les démarches qui permettent d'y contribuer, là, on est mûr pour faire de l'ingénierie de processus coopératifs. Et ce processus-là, il est d'une performance extraordinaire, parce qu'il a été co-construit par les acteurs eux-mêmes, qui n'ont plus aucun problème d'engagement. Moi, je dis d'ailleurs aux gens, vous avez le droit de ne pas vous engager, ce qui est extraordinaire. Vous avez le droit de dire non, à une condition, c'est que vous disiez pourquoi vous ne vous engagez pas. Et ça, c'est une mine d'or. Parce qu'en fait, chaque fois que quelqu'un dit « moi, je veux bien m'engager, mais pas dans ces conditions, et je ne m'engage qu'à condition de... », il donne les conditions de réussite de son engagement, qui en fait sont souvent chez d'autres partenaires. Et si ces autres personnes s'engagent sur ces conditions, les gens prennent l'engagement. J'ai jamais vu, en 40 ans de vie, des gens qui ne s'engageaient pas. On viendra tout à l'heure, c'est un des derniers thèmes que je voudrais qu'on aborde sur la cohabitation entre les formés et les non formés, mais d'une manière générale, sur cette idée de mettre l'humain au centre. J'ai vu Alain 2 fois prendre son micro en disant oui, je suis d'accord. Je vous laisse développer maintenant du coup. Oui, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, clairement, aussi bien le fait de mettre l'humain au centre que le fait de travailler sur l'adhésion globale. Il y a quelque chose qui me semble aussi important pour compléter, c'est vraiment obtenir l'adhésion du top management. Ça, je crois que si le top management considère que ce qui est important, c'est la rigueur et l'obéissance, je le caricature avec des mots qui ne sont pas dits comme ça. Après, c'est difficile, c'est possible, mais c'est très difficile en bas de faire passer ces principes-là. Par contre, quand le top management commence à être séduit par ces approches-là, l'état d'esprit change et l'état d'esprit managérial change. Et c'est là où toutes ces méthodes-là peuvent prendre toutes leurs dimensions. Donc effectivement, éviter le management par le précipice ou par la terreur, travailler sur l'intelligence collective,
Et ça peut être fait après avec quelque chose de très professionnel et de très performant. C'est que des fois, la manière dont on a été formé initialement ne nous conduisent pas à croire à ces choses-là. Donc il y a un travail non négligeable d'évangélisation, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, de sensibilisation, voilà, c'est peut-être beaucoup plus à propos, pour aller dans ce sens-là. J'ai une question incidente du coup par rapport à ça, c'est quid des modèles d'évaluation? C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des grilles d'évaluation des managers, un peu partout, j'imagine dans vos entreprises aussi, vous qui êtes dans la salle, qui sont en général assez carrées, assez rigoureuses sur atteindre des objectifs, conformité à la culture d'entreprise, adhésion aux valeurs, management, animation, suivi d'indicateurs, et voilà, et j'en passais des meilleurs. En tout cas, les grilles qui supportent les EAI sont en général assez carrées. Tout ce qu'on est en train de dire là, ça suppose aussi une refonte complète des modèles d'évaluation des managers dans les systèmes dans lesquels ils évoluent, il me semble, en vous écoutant tous les quatre. Alors, moi, j'ai passé 15 ans dans des grandes multinationales agroalimentaires en tant que salarié. J'ai eu une longue expérience en la matière, et c'est vrai que je me suis installée à mon compte depuis 3 ans, et je m'intéresse du coup aux dynamiques managériales un peu nouvelles. Et moi, j'avoue que je crois beaucoup à tout ce qu'on appelle le mouvement, enfin le management type entreprise libérée. On voit de plus en plus de structures pyramidales qui évoluent vers des structures matricielles pour une meilleure agilité, capacité à gérer l'entreprise dans le mouvement, dans le changement. Et de ce fait, je suis absolument convaincue que, je ne vais pas redire tout ce qui a été dit, mais que mettre l'humain au centre, et surtout en complément peut-être de ce qui a été dit, moi je pense qu'un énorme facteur de motivation, c'est la sensation de progrès soi-même et de faire progresser l'entreprise. Et peut-être tout autant que le reward, la prime, la reconnaissance, etc., donner la sensation de progresser à un collaborateur et lui donner la sensation qu'il fait progresser l'ensemble, ça peut faire de lui une fusée, quoi. Mais les modèles de reward et les modèles de promotion interne aussi, sont-ils bien en phase avec ça? Enfin, moi, je suis un observateur de ces sujets-là. Si je pose la question, c'est que j'ai l'impression qu'on n'y est pas tout à fait, si vous voulez, et qu'on a beaucoup d'entreprises, les modèles d'évaluation des managers restent assez centrés sur, on va dire, les modèles de délégation assez classiques, assez peu propices à des mises à plat où on joue à être égaux, sans mauvais jeu de mots sur l'ego, hein, mais à être égaux dans une pièce pour construire quelque chose. Une séance de créativité, elle commence assez souvent dans ce que je vois quand même par un manager qui se met en bout de table, ce qui n'est pas forcément... Voilà. Et ça se traduit symboliquement comme ça, mais ça veut dire beaucoup de choses aussi sur la façon dont les représentations mentales des modèles d'entreprise et des modèles de management continuent d'exister. Et ce que vous dites, c'est qu'il faut créer l'effet de surprise, il faut mettre tout ça à plat. Ça veut dire aussi, évidemment, faire changer les représentations d'appréciation des individus, vraisemblablement, puisque vous mettez l'humain au centre. Jacques, oui, là-dessus. moi je pense. Alors, j'ai dit, il y a des confusions sur les mots comme objectif. Est-ce que vous avez tenu vos objectifs? Quand les objectifs n'ont pas été partagés, c'est compliqué. Ma conviction, c'est que tout le monde aime gagner. Et l'entreprise, elle est gagnante à mettre les gens en situation de réussite plutôt qu'en situation d'échec. Donc, à partir du moment où les gens ont contribué à définir la valeur à créer, que cette valeur, elle a été transposée dans des résultats et des chaînes de résultats à produire, que l'on a obtenu et qu'on a clarifié les contributions de chacun, que les gens ont accepté ces contributions et ont pris des engagements, pour moi, il n'y a plus de problème pour l'évaluation à l'arrivée. Si on a fait la mutation que vous décrivez. Si on a fait cette mutation. La question, et puis le deuxième niveau, ça a été également l'évaluation du groupe. Et je me suis battu toute ma vie pour qu'il y ait une évaluation d'une équipe collective. Quand une équipe a réussi un projet, on boit le champagne, etc. Et au moment de l'évaluation, chaque élément de l'équipe retourne dans sa direction de métier et il y a une évaluation classique, hiérarchique qui se fait. Et j'ai jamais pu obtenir en tant que telle l'évaluation et donc la reconnaissance de l'équipe en tant que telle. Bon. Florence, qu'est-ce que tu observes sur ces sujets-là? Est-ce que évidemment, tu es au cœur des modèles pédagogiques puisque tu pilotes tout ça au sein de Centrale, entre autres choses, hein, tu pilotes pas que la pédagogie, tu pilotes tout. Mais est-ce que tu vois une évolution concomitante des modèles d'organisation, des modèles d'appréciation, des modèles de management chez tes clients? Ça bouge bien? En fait, nous, notre objectif au niveau des évaluations, c'était aussi de mettre justement la hiérarchie dedans.
Donc, la traditionnelle évaluation, je vais parler des évaluations formation continue, formation d'un stage, était sur les évaluations à chaud faites par le stagiaire. Voilà, il avait un sentiment plus ou moins, on va dire, il osait plus ou moins le dire parce qu'il fallait rendre la feuille et puis il y avait l'enseignant ou le formateur juste en face. Donc aujourd'hui, on a aussi complètement révolutionné cette évaluation avec l'aide aussi d'une start-up, parce qu'on aime bien travailler avec des entrepreneurs, qui s'appelle eWips, Caroline Venn, qui est au fond de la salle. Et qui, donc aujourd'hui, on s'est dit, bon, on met des nouveaux outils, on travaille sur l'humain, on fonctionne un petit peu différemment, on voudrait avoir un peu l'impact de nos formations. Donc, en fait, la solution a été de dire, d'abord, on veut regarder le plaisir qu'a pris le stagiaire à faire cette formation, parce que dans le plaisir, on retient plus de choses. Donc, il y a une évaluation à chaud, mais aujourd'hui, elle est anonyme, donc ça permet aussi à la personne de pouvoir derrière se dire j'exprime ce que j'ai envie, et en plus elle se fait dans les 10 jours, donc ça permet aussi une maturation et pas forcément d'être là tout de suite à donner son avis après un stage. Alors ça c'est la première chose. La deuxième chose, donc ça nous permet à travers ça de dire l'efficacité grâce au plaisir peut aussi derrière apporter une vraie valeur ajoutée d'apprentissage et pour retenir plus rapidement, plus facilement. Et puis ensuite, on fait une évaluation à froid. Donc là, c'est 3 mois après, et on y mêle à chaque fois le N+1. C'est-à-dire, il répond. Et là, on voit beaucoup mieux l'impact. C'est croisé, en fait. Les réponses sont croisées, et on voit mieux l'impact hiérarchie et stagiaire sur la plus-value qui a été apportée grâce à cette formation au sein d'une organisation. Voilà un peu notre méthode. J'ai oublié quelque chose d'important, c'est que préalablement, on s'est assuré aussi en amont des vraies attentes des stagiaires. Donc il y a en plus et du hiérarchique. Donc il y a en plus une évaluation en amont. Et toujours croisée, ce qui est quand même quelque chose qui est nouveau et qui nous permet, pour aller encore plus loin, si l'entreprise le souhaite, d'être vraiment capable d'avoir un ROI sur ces formations. Donc un vrai mouvement sur les pratiques, au moins sur la partie training, gestion des compétences, évaluation individuelle, quoi. Et forcément, une implication de la hiérarchie à un moment donné, oui. Et donc une autre façon de voir la formation, hein, de se dire la formation c'est un véritable investissement pour lequel je veux un retour le plus rapidement possible, qui fasse bouger mes organisations. Pour ça, j'ai besoin, en fonction d'un acteur ou de plusieurs acteurs, tout dépend de la formation sur laquelle qui est mise en œuvre, tout simplement. Alain, votre vision sur l'évolution des systèmes, des organisations, est-ce que vous voyez les choses changer, les rôles des managers évoluer, l'appréciation portée sur les collaborateurs qui reviennent d'une formation avec des idées nouvelles? Est-ce qu'on les regarde autrement? Est-ce qu'il y a une écoute meilleure? Est-ce qu'on sait évaluer les individus sur autre chose que l'atteinte d'objectifs fixés dans un mode top-down et tout ce qu'on est en train de dire qu'il ne faudrait pas faire, en fin de compte? Est-ce que vous voyez les choses bouger par rapport à ça? Je pense que c'est extrêmement... oui, on m'entend. Il faut être plus près, en fait. Je pense que c'est extrêmement hétérogène. Selon les cultures d'entreprise, selon les endroits où on va, on voit des choses radicalement différentes. L'évaluation me semble nécessaire, indispensable, plus ou moins selon le contexte, mais elle me semble indispensable. Après, c'est vraiment, je ne crois pas qu'il y ait de recettes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on met des indicateurs et qu'il y a des gens qui ont intérêt à avoir des bonnes notes, souvent on a des gens qui ont été à l'école pendant des années et qui ont appris à avoir des bonnes notes, donc ils vont s'arranger pour avoir des bonnes notes, et ça ne raconte parfois que pas grand-chose. Donc c'est raté, parce que ça permet à celui qui a cherché à avoir la bonne note d'avoir la bonne note et son variable, et en même temps ça ne sert ni l'entreprise, ni l'organisation, ni le bien-être, et dans des organisations où en plus tout est très stressé, je pense que c'est pas du tout vertueux. Après les objectifs, je rejoins aussi ce que tu disais sur les objectifs, qu'ils soient partagés et compris. Cette évaluation, elle peut être faite beaucoup mieux que ce que je viens de décrire là. Et puis, il peut y avoir aussi des objectifs qui vont être collectifs, où en fait, on n'est plus dans quelque chose de contraint et d'une espèce de pression qui peut inhiber, mais quelque chose qui va
amener les gens à avoir plaisir à faire avancer l'ensemble de leur équipe, hein, pour un objectif un peu commun. Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir très bien dit ce que je voulais dire, mais globalement, c'est un peu le fond de ma pensée. Voilà. Ça m'a semblé clair, enfin, en tout cas. Un sujet que je voudrais aborder maintenant, en posant la question à Florence. Là, on vient d'aborder deux éléments qui me semblent assez intéressants, personnellement, mais d'abord, Florence Rémy qui nous disait, voilà, moi j'ai acquis une méthodologie d'animation, de travail, je la mets en œuvre, ça crée un élément de rupture, ça a de la valeur, ça produit de la valeur, et je le vois tous les jours dans mes actions. On voit derrière une autre approche un peu iconoclaste, tout en étant fondamentalement très construite, hein. C'est pas juste créer de l'anarchie dans les systèmes, c'est aller vers l'essentiel, ne pas perdre de vue la signification du travail qu'on fait, le sens, l'objectif à moyen et long terme, et toutes les conséquences. On a tiré le fil et on voit toutes les conséquences qu'il y a derrière. Deux exemples très intéressants, Florence, du coup, mais toi, est-ce que tu dirais que vis-à-vis de tout ça, ça correspond à une certaine forme de marque de fabrique de la maison de Centrale? Moi, quand j'étais étudiant en prépa, je me souviens, on disait... les centraliens, c'est des gens pas comme les autres. C'était des gens qui faisaient une école qui était une école d'ingé, certes, mais ils avaient une forme de pensée un peu différente. Il y avait une sorte de marque de fabrique à l'époque, sur une certaine forme d'originalité en fait des centraliens. Alors c'était évidemment une généralisation sans doute très fausse à l'époque, mais est-ce qu'il y a une marque de fabrique centrale autour de, voilà, nous on explore des nouveaux territoires, on essaie de faire des choses un peu différentes, et on est porteur d'innovation par ce biais-là, tout en étant sérieux, comme tu le disais tout à l'heure aussi, quoi. Oui, on peut dire que c'est une marque de fabrique. L'école existe depuis un peu plus de 180 ans. Elle a été créée par des industriels. C'est pas une école au départ liée à un ministère. Ce sont vraiment des industriels. Et à l'époque, les centraliens, on les appelait les médecins des fabriques. Et en fait, on est toujours des médecins. C'est-à-dire qu'un centralien, il est là, d'abord il écoute, il observe, et ensuite il apporte pour le client le meilleur remède. Et le plus rapide pour pouvoir lui permettre de guérir ou d'être en meilleure forme. En fait, c'est une métaphore, mais c'est à peu près ça. Aujourd'hui, tout le travail qui est fait en termes pédagogiques, en termes de contenu, et celui-là, c'est un subtil mélange entre des méthodes, des outils, une approche systémique que vous trouverez à chaque fois, avec aussi une vision globale, et puis des pédagogies innovantes, bien appropriées au sujet. Donc là, vous avez des exemples sur la partie management de projet. Notre management de projet, il y a, en dehors des méthodes, des outils, des process, il y a 30%, je dirais, de comportemental, justement de travail avec l'humain, pendant les cours, mais également pendant tout le long de la formation qui dure 18 mois. Et ce que l'on nous dit souvent, c'est non seulement j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai changé. Il y a des changements de posture. Et je pense que le centralien est là pour ça, pour pouvoir aussi, à travers des choses très concrètes, parce que je pense que pour pouvoir faire changer l'individu, il faut aussi s'appuyer sur des choses, des moyens, des outils très très éprouvés. Mais en même temps, il faut oser le bousculer. Et là, il faut mettre des outils appropriés pour ça. Je voudrais faire témoigner évidemment deux personnes qui sont passées, pas entre tes mains directement, mais dans les mains de la maison, Alain et Florence. Et sans langue de bois et sans faire plaisir à votre voisine, il y avait vraiment quelque chose de différent dans la pédagogie à Centrale, Alain ? Déjà, on est dans le monde de la formation, donc en petits groupes, hein, on était 12, 13. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié ça. Il y a beaucoup de place à l'échange. Et puis, il y a ne serait-ce que la méthodologie, le Lean Six Sigma, qui déplace les problématiques, qui donne une autre vision. Et moi, j'ai trouvé ça très positif, extrêmement positif. Alors, je crois que tu as joué à la catapulte pour apprendre les statistiques, voilà, c'est ça ? alors effectivement, on a joué à la catapulte, on a joué avec des cubes, enfin, oui, on utilise toutes ces choses-là. Après déjeuner, on peut des fois un peu être dans une période de digestion. Bon, il y a les chewing-gums qui circulent et qui permettent de rester éveillé. Enfin, il y a tout un tas de choses. Et bien, il y a de quoi dans les chewing-gums Non, c'est des chewing-gums tout à fait normaux. D'accord.
Voilà l'usage de petits films qui vont aussi gérer le niveau de l'attention et qui permettent de rendre le moment plus agréable, plus ludique. Donc de ce point de vue-là, je trouve ça très, très performant. J'ai été formé il y a quelques années au Greenbelt en entreprise. Et là, ce que j'ai trouvé intéressant et que je n'ai pas retrouvé à l'école centrale, mais parce que le dispositif n'est pas le même, quand j'avais été formé chez RCI Bank dans un programme d'entreprise, donc là, c'était une logique de formation-action. C'est-à-dire qu'en fait, on était formé, on était, je ne sais plus, je crois, on devait être 7 groupes de 5, d'accord. Et il y avait une plénière, donc où on expliquait les principes, les théories, etc. Et au bout d'une heure et demie, chacun partait dans une petite salle périphérique pour mettre en œuvre ce qu'on venait d'apprendre sur un projet concret qui allait être évalué, qui durait 6 mois. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet de décliner opérationnellement ce qu'on a appris. Et je pense que le plus difficile, souvent, c'est de décliner. Alors, après, ça dépend des gens. On n'est pas tous câblés pareil. Il y a des gens qui ont vraiment besoin de ça. Et il y en a d'autres qui, finalement, si on leur donne l'outil et qu'on fait des petits exercices en salle, vont réussir tout à fait à le mettre en œuvre dans le concret, dans leurs entreprises. Donc ça, c'est 2 modèles. Mais en même temps, je pense qu'il y a tout à fait la place pour que ça coexiste. Parce que ça ne remplit pas la même fonction. Là, par exemple, ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens d'autres horizons qui n'étaient beaucoup moins le cas quand je l'ai fait dans l'entreprise dans laquelle j'étais à l'époque, par exemple. Voilà. Florence, ce que j'avais à dire, c'est mon retour d'expérience. Cette expérience de formation? Alors moi, aux grandes dames de mon papa, je ne suis pas du tout une matheuse ni ingénieure. Lui, il l'est, moi pas. Alors quand je suis arrivée à Centrale, j'ai pris une photo, j'ai dit « Papa, regarde, j'y suis ». Papa, j'y suis. Et c'est vrai que déjà, je trouve qu'il y a une forme de stimulation quand même à être dans ce lieu. Donc ça, déjà, ça apporte beaucoup. Moi, ce que j'ai particulièrement apprécié sur la formation Lego Serious Play, c'est le format très compact. Donc 4 journées, dont plus une soirée, mais vraiment très intense. On est tous ressortis de là complètement lessivés, mais comme c'est compact et dense, bien, c'est dans le cadre d'une activité d'entreprise, bah, ça, voilà, c'est manageable, on va dire. Ça ne dure pas 6 mois. Et ce que j'ai particulièrement apprécié également, c'est la capacité de nos formateurs à vraiment dissocier, mais même géographiquement dans la salle, une table exercice pratique et une table théorique. Et en fait, sur justement la question de la facilitation, c'est un point vraiment important. On a tendance à parfois tout mélanger, et le fait d'expérimenter soi-même le jeu avec cet objet-là, sans se soucier des questions théoriques, était à mon avis assez décisif pour l'appropriation derrière. Donc pour moi, un sans faute. Ok, donc des échos intéressants, on va dire, et puis de la matière intéressante pour toi. Forcément entendre ça. Je voudrais qu'on aborde le dernier thème que je voulais qu'on couvre avant qu'on passe à une phase de questions. Mais c'est un thème qui est lourd et qui est important, et on l'a déjà commencé à l'effleurer tout à l'heure. Et je vais commencer par une question que je voudrais poser à Alain sur... tout à l'heure, vous avez commencé à aborder un peu le sujet, donc j'ai envie de poursuivre cette voie qui est intéressante. Comment faire avancer une organisation dans laquelle il y a des individus qui ont été formés et d'autres qui ne l'ont pas été? Comment faire en sorte que des gens qui reviennent tout feu tout flamme d'une formation en se disant non seulement j'ai appris un truc vachement intéressant, mais j'ai appris à comment la mettre en place. Mais comment arriver à le faire avec des gens qui ne sont pas au même niveau que moi, qui ne pas de suivre 2, 4, 8, 12, 50 jours de formation à mes côtés, donc qui ne sont pas tout à fait, et même pas du tout pour certains, au même niveau que moi. Comment réussir à faire prendre cette mayonnaise? Comment ne pas tomber dans un découragement individuel aussi par rapport à ça? Comment faire jouer en fait ces synergies et arriver à faire un nivellement par le haut et pas un nivellement par le bas, parce que c'est un des facteurs d'échec. Le titre de notre matinale, c'est quand même des formations qui rendent plus efficaces individuellement et collectivement toute l'organisation. Comment faire en sorte qu'une formation suivie par une personne bénéficie à l'ensemble de l'organisation dont il ou elle est issu. Et là, vous avez des expériences personnelles, je sais qu'on en a parlé quand on a préparé ça, qui me semblent vraiment intéressantes, et j'aimerais que vous en fassiez part. Mais d'abord, de manière chapeau, globale, est-ce que c'est si difficile que ça? Comment ça se passe? Comment réussir à faire cette osmose et arriver à tenter, et donc à réussir, ce nivellement par le haut? D'accord. Alors, je pense que déjà, il y a en tout cas pour le Lean Six Sigma que j'ai pratiqué, il y a deux grands cas de figure. Il y a le cas de figure où c'est un programme d'entreprise.
donc qui est mis en place au sein de l'entreprise. Donc c'était le cas en 2002 chez RCI Bank, ça a été, avec un programme qui s'appelait Value Up, et ça a été le cas par exemple chez AXA avec son programme AXA Way. Donc là, c'est le top management qui dit cette méthode, cette approche est intéressante, on y croit, on investit dedans, on va former des gens, donc par vague. Hein, et on va. Le but du jeu est de. Alors, il y a un vrai objectif qui est de régler des problématiques, donc d'améliorer la qualité, souvent, ou de construire des processus qui vont générer génétiquement de la qualité. Et donc, une vraie volonté. Et de cette vraie volonté, ça génère plein de choses. Donc on va former des gens, souvent qu'on va choisir un peu sur le volet, parce qu'on a envie de faire émerger cette méthodologie-là. Et puis on va communiquer abondamment. C'est ce qui s'est passé chez RCI Bank. Donc moi j'étais dans les premières vagues, on est formé, et donc le bénéfice, c'est quoi? Alors, combien on était dans la première vague? On était 7 fois 5, à peu près 35 personnes, et tous les 3 mois ou 6 mois, il y avait à peu près ce même nombre de formés, ce qui permet de partager un langage commun. Mais la grande valeur, là, c'était que lorsqu'on avait des problématiques qui, des fois, traînaient depuis 5 ans, sans être débloquées, là, avec la force du management et une méthodologie structurée, avec des équipes transverses, c'est-à-dire qu'en fait on compose une équipe avec des gens sur toute la chaîne, donc ça permet à la fois je perds un peu mes mots, ça permet quand on fait réfléchir ces gens-là de côté transverse, donc d'apporter du résultat concret, parce que souvent ce qui pose problème, c'est que techniquement les gens sont bons dans leur domaine. Par contre, c'est dans toutes les transitions, dans le fait de travailler ensemble que ça pêche. Et donc là, on les fait travailler ensemble, ça produit des résultats, et en même temps, avec la force du management, là où on va tomber sur des portes fermées, ça va ouvrir toutes les portes. Donc souvent, un projet en 3 mois, 6 mois, quelque chose qui était bloquant depuis des années, se débloque, apporte des résultats. Donc ça donne un sentiment de preuve. Et puis après, on va commencer à récompenser les gens. Donc il y a ceux qui en sont et ceux qui ne sont pas. Donc ça devient attractif pour ceux qui ne sont pas encore Greenbelt. Et donc il y a quelque chose qui peut être vertueux. Après, ce qui est plus difficile, c'est de garder ça dans la durée. Parce que souvent, ceux qui étaient dans les premières vagues, s'ils ont été bons, ils ont été promus. Et puis on peut avoir quelque chose qui se routinise et qui devient parfois plus administratif. Par exemple, chez Axatech, ils ont arrêté au bout de... une dizaine d'années, ils ont arrêté le Six Sigma, ils sont repartis sur du Lean. Donc ça, c'est le premier cas de figure, j'espère que je ne suis pas trop long. Non. Deuxième cas de figure, on est consultant et on arrive avec cette méthode-là. Alors là, en fait, on est animateur, et dans le Lean Six Sigma, on est dans une des méthodologies où on implique les gens. Donc on n'apporte pas des solutions, on apporte des outils, et ce sont les acteurs eux-mêmes qui, conduits par les outils, de manière assez logique et assez simple, vont arriver à produire de la solution qu'ils vont ensuite mettre en œuvre. Donc là, ça se fait plutôt assez bien. Ouais, je voudrais poser une question à Jacques, parce que vous avez une méthode vous avez développé une méthode qui percute, qui fonctionne, mais qui percute aussi un peu les mentalités. On l'a évoqué déjà tout à l'heure. Donc comment se passe cette phase de mise en œuvre dans laquelle il y a des gens qui ont été préparés, des gens que vous avez pu, je reprends un terme tout à l'heure, sensibiliser, qui sont avec vous, qui sont dans le mouvement, et puis d'autres qui sont autour. Alors on peut penser, comme le disait Alain, qu'il y aura un mouvement par friction, grosso modo. On crée un noyau, ce noyau se constitue, avance, puis il y a des gens qui disent « mais moi pourquoi j'avance pas avec les autres, allez moi je vais avancer avec eux », donc ils rentrent dans le mouvement. Comment manager en fait, et comment piloter ce changement dans les organisations, et est-ce que dans les formations, il n'y a pas déjà aussi obligatoirement un module de management du changement, qu'on parle de Lego Serious Play, qu'on parle de Lean Six Sigma, qu'on parle de méthode Dream, qu'on parle de n'importe quelle méthode qui apporte une valeur nouvelle et qui s'inscrit en rupture? Est-ce qu'il n'y a pas nécessairement dans chaque
module de formation un besoin d'avoir un petit bout de et comment introduire le change dans les organisations dans lesquelles vous allez retourner, parce qu'on ne vous attend pas comme le bon Dieu avec la parole révélée une fois que vous allez revenir. Comment vous gérez ça, par exemple? Tout à fait. Alors, effectivement, il y a deux cas de figure. Où il y a effectivement un besoin ponctuel, c'est-à-dire, j'ai cité le cas du sous-marin nucléaire, je peux parler du plan d'innovation de Rhodia, ou bien le sujet de la voiture hybride chez Renault, où depuis 14 ans, ça ne débouchait pas, donc il y avait une vraie volonté de déboucher. Bon, ils ont dit, on va appliquer DREAM sur ce sujet-là. Comme par hasard, 1 an et demi après, il y avait des vraies voitures essence électrique et électriques qui roulaient. Donc, lorsqu'on décide de le faire sur un sujet, donc là, effectivement, il y a la formation, l'application directe et le pilotage façon DREAM. L'autre approche peut être, Alain le soulignait, une entreprise qui décide à ce moment-là d'en faire un système de management. Bon, si on veut en faire un système de management, il faut gérer effectivement la diffusion progressive de ce transfert de compétences. Et en fait, on a fait une métaphore assez puissante par rapport au monde de la mer. D'ailleurs, sur le site, il y a un beau bateau. Sur le logiciel qu'on a développé, il y a un bateau, etc. Et avec un concept qui est beaucoup plus puissant que l'esprit d'équipe, c'est la dynamique équipage. Parce que l'équipage qui part en mer, c'est vraiment un pour tous, tous pour un. Et là, il y a des codes aussi beaucoup plus puissants que le simple esprit d'équipe. Et lorsque, je suppose qu'il y a des gens dans la salle qui ont fait de la voile, bon, c'est pas parce qu'on a fait 3 jours d'école de voile qu'on est capable de prendre un bateau et d'aller traverser l'Atlantique ou de faire le Vendée Globe. Mais en même temps, on peut naviguer. Ça veut dire qu'on a imaginé 3 niveaux, et on l'a présenté comme ça. Un premier niveau qui est équipier DREAM, ça veut dire qu'après une formation de quelques jours, on peut être embarqué sur un projet DREAM. Un deuxième niveau, on va aller un petit peu plus loin, où on pourra être animateur. Et un troisième niveau qui est le skipper DREAM. Et le skipper DREAM, c'est celui qui a effectivement vécu un certain nombre de situations, parce qu'avant de devenir un skipper au sens propre sur un bateau, j'en sais quelque chose, ça fait 50 ans que je fais de la voile, il faut avoir vécu un certain nombre de vents contraires, de tempêtes, d'équipages malades, etc., pour être capable d'être sûr de gagner, quelles que soient les conditions. Voilà. Donc, il y a à la fois sur le plan, j'allais dire horizontal, plusieurs façons de gérer. Soit c'est ponctuel, soit on veut faire un système de management. Et puis sur le plan vertical, il y a des questions de niveau. Donc, on peut effectivement généraliser cette formation équipier qui permet à n'importe qui d'être appelé à un moment donné sur un projet DREAM. Et puis, à un moment donné, au même titre que dans une entreprise, tout le monde n'est pas directeur de programme, tout le monde n'est pas directeur de projet ou chef de projet. Donc les gens qui sont amenés à piloter vraiment peuvent être amenés jusqu'à la formation skipper DREAM. Ouais, ça me paraît intéressant et chouette à signaler parce que c'est vraiment une des clés du passage de l'efficacité concrète. Oui, C'est-à-dire qu'il y a une efficacité potentielle issue d'une formation, j'en sors avec des idées, j'en sors avec un cadre, j'en sors avec les moyens de mettre en œuvre. Après, il faut vraiment qu'il y ait un effet d'embrayage pour que ça passe vraiment dans l'arbre de transmission et que les roues tournent. Moi, je suis plus voiture que bateau, moi. Donc on a chacun nos analogies, mais je vois bien l'idée. Florence, vous travaillez beaucoup sur des modèles en mutation, des entreprises en changement. On vous appelle donc pour accompagner ces mouvements-là. La transférabilité des choses qui sont acquises en formation, qui sont comprises par un certain nombre d'individus et qu'il faut faire passer ensuite dans les systèmes, c'est toujours un défi, c'est jamais simple. Vous avez des clés, des idées par rapport à ça? Bon, moi, c'est ce qu'on a un petit peu échangé au préalable, ce qui me semble... bon, effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui se cherchent, qui changent, qui évoluent, avec des configurations salariales très, très diverses. Bon, moi, je reste un peu sur mon leitmotiv. Pour que ça pollinise, la clé de tout, c'est le sens. Et pour qu'il y ait du sens, il faut qu'il y ait du pragmatisme. Et c'est un petit peu ce qu'on échangeait en préambule. Un intervenant, moi je suis dans la position du consultant, donc de l'intervenant extérieur. Ce dont les entreprises sont fatiguées, c'est l'absence de pragmatisme, la théorie à tout crin, les belles phrases, les beaux tableaux, les beaux graphiques, les beaux books.
Sauf que dans la vraie vie, l'entreprise ne peut rien en faire et le consultant repart avec son gros chèque et il ne se passe rien. Et ce qui donne du sens, c'est l'applicabilité de ce qu'on apprend. Et du coup, le fait d'expérimenter en live, moi je travaille énormément en mode atelier, expérimentation, cas pratique, exemple, serious game, ce genre de choses, puisque finalement c'est l'expérimentation et le changement que chacun vit intérieurement qui fait la différence, à mon sens. Florence, quand tu entends tout ça, ça te fait réagir comment? Oui, tout à fait. C'est aussi tout un mélange et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, il faut adapter au bon moment les bonnes choses. L'ingénierie pédagogique, Alain, vous disiez effectivement que à Centrale, la formation action sur le Lean Six Sigma, c'est pas forcément celle que vous avez vécue. Par contre, l'objectif, c'était pas ça. Mais la formation action, on l'a fait par ailleurs sur d'autres choses. En fait, là, vous étiez pour apprendre le Lean Six Sigma et être certifié Black Belt. Non, mais c'est pas. Je donne comme exemple parce que effectivement, c'est en fonction des attendus, la pédagogie sera pas la même et les outils ne seront pas les mêmes. Par contre, il est certain. Et ce que j'aimerais faire passer aujourd'hui aussi, c'est que dans toutes nos formations, il y aura effectivement du pragmatisme, de la rigueur, des indicateurs, des outils, etc., forcément, de la méthode, mais il y aura toujours du management, toujours du développement de soi, et toujours, je dirais, une manière de changer un peu de paradigme, de posture, qui est extrêmement important. Et qu'on va retrouver tout au long de nos formations. Donc, ne soit pas l'ingénieur centralien, c'est effectivement, comme le disait Gilles tout au début, c'est vraiment le croisement entre le management et la technologie. Et d'ailleurs, j'ai un peu forcé le trait peut-être en parlant plus de l'homme et de l'humain aujourd'hui. D'autres thématiques avant ont permis de vous parler aussi du travail qui est fait dans les laboratoires, dans les départements, etc., pour être sur des méthodes et des outils éprouvés ou prospectifs. Mais c'est ça, un centralien. C'est quelqu'un qui est capable d'approcher un ensemble, d'avoir une vision transverse. Et j'ai un enseignant qui me dit toujours, un centralien, il n'est pas bon en quelque chose, il est bon en tout. C'est-à-dire qu'il a cette capacité, cette approche globale. Et ce sont tous ces outils diverses, mais qu'il faut utiliser à bon escient, et ça c'est notre rôle dans les formations que l'on vous donne. Pas toujours évident quand vous regardez un contenu, de percevoir cette différence par rapport à d'autres contenus, d'où l'objectif aussi de cette matinale, pour pouvoir vous permettre de mieux comprendre ce que l'on tente à travers des écrits, des contenus, un catalogue, etc., de vous transmettre en tout cas. Oui, et après, il y a aussi cette dimension qu'on a abordée par la bande, qui est d'éviter l'effet de secte. Moi, j'ai été formé Green Belt, puis Black Belt, donc j'ai un truc que les autres n'ont pas. Vous n'êtes pas comme ça, Alain, je le sais, parce qu'on en a parlé longuement, mais il peut y avoir ces réflexes-là aussi. Moi, ma boîte m'a payé une formation à Centrale, toi, on te l'a payé où ? Je ne dirais pas le nom, mais dans un organisme généraliste. Ah bah ouais, évidemment, il y a moi, il y a les autres. Donc, comment éviter un peu ces effets de happy fuse ou de secte ? Moi, je suis un obsédé du change. Florence le sait, parce qu'on en parle à chaque fois qu'on travaille ensemble. Mais dans des problématiques comme celles qu'on évoque aujourd'hui, surtout quand on parle d'innovation, innovation pédagogique, innovation de contenu, comment éviter cet effet-là, cet effet de happy fuse, cet effet de secte, le fait de se retrouver entre soi, nous qui savons, versus le reste du monde que nous regardons du haut de notre splendeur. Comment éviter ce phénomène-là ? Parce que le risque peut exister. Je sais qu'on n'a pas du tout envie que ça se passe comme ça, mais comment est-ce que vous contrez ça ? Et comment est-ce que vous vivez ça ? Question collective, prends qui veut. C'est pas la question sympa, hein, je sais pas qui a envie de la prendre. Oui, par exemple, je prends l'exemple avec Florence tout à l'heure. Voilà, il y a ceux qui étaient à l'atelier, puis il y a ceux qui n'y étaient pas. Et ceux qui étaient à l'atelier de résolution de problèmes que vous animez, je pense au dernier, ils sont sortis en disant « Ouah, c'est génial, on a des super idées, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. » Ah ouais, comment vous êtes pris ? Ah ben, on a joué au Lego. Ah ouais, d'accord.
Bon, comment éviter qu'il y ait un dénigrement de la part du reste de l'organisation? Comment éviter les effets de bord liés à des, entre guillemets, jalousies? Comment éviter à l'inverse les effets de happy fuse pour ceux qui sont initiés versus ceux qui ne le sont pas? Comment jouer cet effet d'entraînement progressif dont on a parlé tout à l'heure et dont on voit bien que c'est un des éléments clés? Parce que moi, je peux revenir super efficace à titre personnel, avoir plein d'éléments et plein d'outils et une super boîte à outils pour faire plein de trucs. Si autour de moi, les gens n'ont pas envie de jouer avec moi et si j'arrive pas à les entraîner, on a tout perdu. C'est ma question finale et chacun va y répondre à sa manière avant qu'on passe aux questions du public.